Allez, on va passer à cette histoire. 360 000 € et un déménagement en Nouvelle-Zélande. Elle se fait arnaquer par un faux acteur, encore une fois. Et oui, vous vous souvenez de l'arnaque au faux Brad Pitt. Oui. Ben là, c'est une Américaine de 47 ans. Alors, elle se fait appeler Léa. C'est pas son vrai prénom. Et elle s'est fait escroquer effectivement 360 000 € par un homme. Alors, il se faisait passer pour l'acteur de Grey's Anatomy qui s'appelle Martin Henderson. Un Néo-Zélandais. C'est Henderson. Henderson. Donc, elle explique qu'un jour, elle est fan de cette série. Et donc elle pense qu'elle parle avec l'acteur de Grey's Anatomy. Absolument. Martin Henderson. Martin Henderson. Wow. Elle reçoit un message de lui sur les réseaux. Et il lui dit, via son agent, j'ai adoré vos commentaires. Est-ce qu'on peut entrer en contact l'un avec l'autre? Après, il y a une fanpage de la série qui vient vers elle. Et tout de suite, elle dit, on s'entend très bien. On parle de nos plats préférés, on parle de nos intérêts communs. Alors, à un moment, il lui réclame un peu d'argent parce qu'il doit voyager en jet privé ou il doit sortir de prison, il a des soucis, etc. Mais elle dit, il va quitter le monde du cinéma, on va vivre une vie tranquille en Nouvelle-Zélande. Il lui dit, on va se marier, on aura 3 enfants. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait en décembre dernier? Elle déménage en Nouvelle-Zélande. Et elle arrive à l'aéroport d'Auckland. Le 31 janvier, elle est à Auckland. Elle l'attend. Et à ce moment-là, il y a un agent qui appelle et qui lui dit, il ne viendra pas, il a fait une crise cardiaque. Il a été emmené en urgence à l'hôpital en Afrique du Sud. Et il y a un ami de cette dame, de Léa, qui lui envoie une photo et on voit l'acteur, Martin Henderson, en train de faire du vélo en Nouvelle-Zélande. Ce ne serait pas Martin Henderson? Absolument. Donc là, elle comprend qu'elle s'est fait arnaquer et elle fait des commentaires en disant « J'étais en plein divorce, ma mère a fait un AVC, on a découvert Parkinson chez mon père, donc j'ai craqué, j'y ai cru, mais c'était faux. » Voilà. Merci Gilles. 360 000 €. Merci Gilles. Elias aurait eu 15 ans demain. Les parents du jeune homme tué pour son téléphone sortent du silence. Je voudrais dire bravo à ses parents pour cette lettre incroyable. Vraiment, voilà, je suis avec eux de tout cœur. Et franchement, c'est incroyable ce qu'on apprend dans cette lettre à Amaury. Alors on apprend plusieurs choses. D'abord, ils veulent revenir sur le côté factuel de l'affaire et corriger des choses qui ont été dites dans les médias. D'abord, c'est qu'Elias n'aurait pas refusé de donner son téléphone. Il l'aurait cédé et aurait quand même pris le fameux coup mortel, ce qui, bien sûr, ajoute à la gratuité de l'acte et donc à sa sauvagerie. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que ce coup mortel n'aurait pas été porté avec un couteau, mais avec une machette. En l'occurrence, c'est ce qu'on apprend dans le Parisien, une machette coupe-coupe, comme pour débroussailler dans la forêt, dans la jungle, ce que vous voulez. Que le mis en cause de 17 ans avait acheté un peu plus tôt sur Internet et dont la lame dépassait les 40 cm. C'est vous dire, c'était vraiment une arme redoutable. D'ailleurs, lui-même l'appelait la zombie. Alors peut-être en référence à des films qu'il a vus sur les zombies. Et donc, si vous voulez, pour les parents d'Elias, à la fois l'arme utilisée, 40 cm, et le coup porté, ne laissait aucune chance à son fils qui a donc été touché mortellement. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, factuelle, pour revenir sur l'affaire. Ensuite, les parents d'Elias, dans un deuxième temps, demandent des comptes à la fois aux responsables politiques, mais aussi à la justice. Et d'abord, il déroule un certain nombre de questions. On ne va pas toutes les lire parce qu'elles sont très longues, mais je vais vous lire la première, où on sent vraiment qu'ils ne comprennent pas comment ce drame a pu arriver. C'est comment 2 adolescents armés, disent-ils, interdits de contact entre eux par la justice, défavorablement connus de la service de police et de la justice pour des faits similaires, ont-ils pu, en toute impunité, poursuivre leur exaction cette nuit-là. Et au-delà, j'allais dire, de ces questionnements, ils demandent des réponses fermes. Ils disent, voilà, il ne faut pas que la mort d'Elias ne serve à rien, il faut en tirer des conclusions. Et là, je vais vous citer quelques phrases. Elias n'est pas un simple fait divers. Elias est mort en raison d'une impunité. La mort d'Elias démontre que l'État n'a pas su protéger ses citoyens. Bravo. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Et il y a aussi une phrase assez touchante dans cette lettre, c'est « Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite ». Ah, bien sûr. Alors, si je puis me permettre aussi, Cyril, il y a un article du Parisien qui est très intéressant. On apprend les premières auditions des 2 mis en cause de 17 et 16 ans, ce qu'ils ont dit devant la police. Et c'est assez stupéfiant de légèreté, de manque d'empathie. De débile. Voilà, celui qui a porté le coup mortel, il dit « J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. » Alors évidemment, on parle d'une lame de 40 cm. Donc, ensuite, il dit « J'enlève ma lame
Et je la regarde en mode je bouge pas, je vois juste qu'il y a une sorte de buée, on dirait qu'il y a de l'eau sur la lame. Je recule un peu et je vois que la victime tombe. Elle se relève d'un coup et retombe et commence à trembler. Et alors là, ce qui est lunaire, c'est que le complice, à ce moment-là, a demandé à Elias ses codes de téléphone qu'il venait de lui voler. Donc Elias est commence à agoniser puisque son artère est touchée. Et eux, ils sont là en train de lui demander le code de son téléphone. Ensuite, le mis en cause rentre chez lui, filme les secours qui arrivent sur place et il envoie un SMS, un message sur Snapchat à son ami, à son complice. Il dit « Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie ». Et dernier élément, ce qu'on apprend très intéressant, c'est qu'on savait qu'ils avaient un passif assez lourd, mais l'un des deux, par exemple, est connu pour une bonne quinzaine d'affaires et lui-même dit à la police qu'il avait 1 à 2 affaires par semaine. Et son complice, pareil, adepte du racket. Et comme il tournait mal, à partir de 2021, sa famille avait décidé de le renvoyer en Afrique dans sa famille d'origine pour le couper de toutes ses relations pendant 1 an. Et malheureusement, il va là-bas, il revient en France, il reprend ses mauvaises habitudes. Allez expliquer ça aux parents. Et il y a le drame avec Elias. Allez expliquer ça aux parents d'Elias. Franchement, mais moi quelle faillite de l'État. Excusez-moi, quelle faillite de l'État, quelle catastrophe. Vraiment, c'est pour ça que ça me rend fou quand j'entends certaines choses sur ce plateau qui vraiment... sur la sévérité nécessaire, on est d'accord. Je ne vous ai pas demandé d'intervenir, merci. Oui, mais vous avez fait allusion. Oui, mais on n'est pas là pour parler de vous, là, merci. Okay. C'est bon. Merci en tout cas, Maureen. Incroyable. Le Qatar menace de quitter la France et le PSG, et Dieu sait que je les comprends. Le Qatar, ils font tout pour le Paris Saint-Germain. On a la seule équipe qui est compétitive, voilà, sur sur la scène européenne. Mais on cherche encore des poux dans la tête au président Nasser. C'est la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Incroyable. On cherche encore des poux dans la tête. Comme je vous dis, hein, c'est dans la même lignée que ce qui se passe ici. Hein, ils veulent en fait tout casser. Ils veulent vraiment que le pays soit tout ce qui est bien, ils veulent le casser. Ça veut dire qu'il n'y a plus de PSG. Voilà. Parce que si le Qatar arrête le PSG, vous allez voir ce qui va se passer en championnat de France et vous allez voir ce qui va se passer pour le foot français. Déjà que c'est catastrophique, mais ils veulent tout nous enlever. Ils veulent nous enlever ils veulent nous enlever tous les loisirs. Hein. La télé, ils veulent l'enlever. Le football, c'est terminé. Les mecs, non mais sans rigoler. Mais je vous dis, hein, ce pays, il y a un énorme problème dans ce pays. Hein. Ce pays, c'est tous les jours catastrophique. Hein. Il y a une urgence. Hein. On ne tiendra pas jusqu'à 2027 hein, comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Là, on ne tiendra pas. Hein. 2027, le prochain qui va arriver, les mecs, ça va être tout sera rasé. Hein. Non, mais c'est catastrophique. On vient d'entendre une histoire catastrophique, là, au niveau sécuritaire. Catastrophique. Vous imaginez les parents d'Elias qui entendent que deux guignols, hein, qui ont commis des méfaits, qui commettent des méfaits toutes les semaines, ont une machette et ils viennent tuer leur fils. Il leur a gâché, il aura flingué leur vie. Hein, et eux, ils vont être là, ils vont encore. Mais non, mais parce qu'on ne savait pas. Mais les mecs, arrêtez un peu. Les mecs, vous croyez comment ça se passe dans les autres pays? Il faut arrêter. On est des guimauves, arrêtez un peu. On est des guimauves et tout ce que j'entends des politiques, là, c'est des guimauves, excusez-moi. Voilà, tous ceux qu'on entend là, qui sont là, à part Bruno Retailleau, qui tape du poing sur la table. Excusez-moi, c'est des guimauves. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Et là, ça continue. Hein. Maintenant, là, c'est autre chose. Là, c'est un autre volet. Là, c'est le volet financier. Là, ils veulent mettre donc ils vont chercher des poux dans la tête de Nasser Al-Khalafi, alors que les Qataris en ont assez de tous ces abus. Ils ont dit fausse poursuite judiciaire, chantage, critique quotidienne, blâme pour l'incompétence totale des autres. Tous les problèmes en France sont de leur faute. Chaque fois qu'ils essayent d'aider, c'est apparemment pour du soft power. C'est de l'abus pur et simple, et tout le monde en a assez. Voilà. Ce dossier n'a absolument rien à voir avec Nasser Al-Khalafi, mais comme d'habitude, il sera entraîné dans un processus totalement fallacieux en tant que non célèbre, apparemment responsable de tout et de rien, jusqu'à ce que tout disparaisse tranquillement sans aucune raison dans quelques années. Voilà. Et apparemment, je vous le dis, le Qatar menace de quitter la France et le Paris Saint-Germain. Eh ben, écoutez, on va être bien, donc plus de foot, plus de télé, plus de partis politiques, plus de... Il n'y a plus rien, hein, voilà, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de police, voilà. Donc, et le pays, et tout le monde va bien. Hein. Pour l'instant, on doit faire visiter l'Élysée, les mecs. Il y a des tableaux à l'Élysée qu'on doit faire visiter, puis demain, on doit faire visiter la Joconde. Non, et les mecs, quand je vous dis que ce pays, c'est catastrophique, je vous le dis, c'est catastrophique. C'est honteux. J'ai même pas envie de parler de ça, parce que pour moi, c'est encore un torchon, cette histoire. Voilà. Catastrophique. Et la réaction du Qatar est extrêmement virulente. Ils ont raison. C'est la première fois qu'ils disent on va quitter le PSG et BeIN. Ils ont raison. Rappelons l'état du football français avec son diffuseur fantomatique. Mais bien sûr. Si BeIN s'en va aujourd'hui et si le Qatar quitte le PSG et BeIN, c'est la fin du football français. Bien sûr. Financièrement, c'est la catastrophe. Heureusement qu'on a des gens comme Nasser El-Khalafi. Je peux vous dire heureusement, et je l'embrasse le président, mais ça me rend fou, moi qui le connais bien, ça me rend dingue.
C'est insupportable. Ils veulent casser tous leurs jouets. C'est insupportable. Et voilà. Marco Mouli, en pleine cavale, il dévoile sa vie de fugitif, Marco Mouli. C'est ça, hein, Gilles? Oui, il y a un article dans Paris Match qu'il a rencontré à Tel Aviv. Donc Marco Mouli, il avait été condamné à 3 ans de prison et il a choisi de partir. Alors, selon Paris Match, il passe beaucoup de temps au téléphone, il travaille et il se cache, etc. Alors moi, j'ai eu Marco Mouli aujourd'hui, Cyril, et j'ai quelques infos à vous donner. Très bien. La première info, c'est qu'il va rentrer. Son procès en appel a lieu en mai. Et il revient. Il est en cavale, il est en fuite, mais il revient. La deuxième info, c'est qu'il veut avoir un procès normal. Il a eu un procès là, du parquet national financier et il trouve que c'était mal fait. Il voudrait qu'il y ait une enquête et un juge d'instruction. Et il m'a dit que, vous savez, pour l'arnaque sur la taxe carbone, il a déjà payé 87 millions d'euros d'amende. Déjà, des comptes en Suisse et au Luxembourg ont été saisis. Et il dit, parmi les 11 qui ont été condamnés, je suis l'un des seuls à payer. Donc pourquoi on veut encore me chercher des noises à moi? Chaque jour, il se déplace, il change de ville, il change de lieu, il change de pays. Et Cyril, il a des révélations à faire. Alors, il a des révélations à faire sur une affaire qui concerne Dominique Strauss-Kahn. C'est une affaire d'un fonds financier qui a fait faillite en 2014. Et Marco Mouli dit que Dominique Strauss-Kahn n'y est pour rien, mais que 100 millions d'euros ont été officiellement détournés. Lui, il dit qu'il y a un milliardaire qui, en fait, a volé 150 millions d'euros. Et lui, il veut venir s'expliquer pour ça. Il m'a dit que Dominique Strauss-Kahn voulait revenir en politique et que donc tout le monde voulait le faire tomber avant. Et il veut absolument qu'on enquête sur ce milliardaire qui a dilapidé, caché 150 millions d'euros. Quand il va revenir, il va dire à la justice, voilà, c'est donnant-donnant. Si vous aménagez ma peine, je vous raconte tout ce que je sais sur toutes ces affaires. Incroyable. Voilà. Et il vous rend hommage. Bah, merci. Il vous rend hommage et il m'a dit, c'est une voix parmi d'autres, que l'arrêt potentiel de C8 et de votre émission, où il y a la liberté de parole, était un scandale qui le touchait vraiment au plus profond. Voilà. Bah, merci. Bah, ça nous fait plaisir, en tout cas. Ça nous touche. Et, vraiment. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est encore, bon, ça, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, ils sont, voilà, ça, c'est encore autre chose. Mais quand je vous dis que ce pays marche à l'envers, tout le monde qui marche. Alors, on va même pas en parler. On va en parler demain, Maury, ou après-demain. Oui. Parce que voilà, à Grenoble, une terrible attaque à la grenade fait plus d'une dizaine de victimes. Il y a une grenade qui a été lancée. Vous avez 30 secondes et tout, parce que je vais vous dire après ce que j'en pense. Bah, il y a une quinzaine de blessés. C'est extrêmement grave, notamment des blessés gravement blessés. Il y avait un individu apparemment aussi d'un fusil d'une Kalachnikov. Voilà. Ouais. Et donc la personne est rentrée avec une arme longue, a jeté une grenade, beaucoup de blessés. A priori, ça ne serait pas un attentat terroriste. On serait plutôt sur du banditisme. Il y avait déjà eu des contrôles sur ces bars à Grenoble. Et ce qui est assez hallucinant Éric dans Piolle, cette affaire, le maire de Grenoble, voilà. Il avait dit un jour, il y a des fusillades partout. Ouais. Bah, ouais. Alors, mais à l'époque, il avait dit ça. Alors là, il a réagi en disant c'est scandaleux, je soutiens les forces de l'ordre. Mais le même jour, il y avait une interview dans Libé, c'est ça qui est assez dingue, dans lequel il expliquait, on le critiquait sur la sécurité de sa ville. Il a dit, à vrai dire, je m'en fous un peu. Ouais. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs, car on peut toujours se dire... Il dit ça le même jour dans le journal. Une ville n'est pas assez propre et pas assez sûre. Effectivement, quand on jette une grenade dans un bar, on peut se dire qu'il y a un problème. Quand je vous dis que ce pays, on devient fou dans ce pays, allez, merci à tous tout de suite, Laurent Gérard, sur C8.